Les équipes du ministère en charge de la solidarité nationale et de la famille dans les rues de la capitale burkinabé, et c'est parti pour l'opération de retrait des enfants de la rue. À côté des enfants qui ont été convaincus par le bien fondé de l'opération, il y a ceux qui ont manifesté une certaine résistance, mais l'opération d'hier nuit a déjà permis de soustraire des dizaines d'enfants de la rue. Le point complet à suivre dans ce journal. La polémique continue au sein de la classe politique autour du nouveau code électoral. Deux partis politiques donnent de la voix une fois de plus sur cette nouvelle loi. Il s'agit de l'Union pour le progrès et le changement qui dénonce un risque de fraude à la prochaine élection présidentielle. Pendant ce temps, l'Union pour la Renaissance, à parti sankariste, à l'occasion de sa conférence des cadres, s'est réjouie du vote du nouveau code électoral. Vous les entendrez dans ce journal. Dans ce journal également, nous irons dans la région du centre-sud pour voir l'évolution des chantiers du 11 décembre. Dans l'ensemble, les travaux avancent à un rythme satisfaisant selon les émissaires du gouvernement qui étaient hier à Kombisiri, à Manga et à Pau. Certains entrepreneurs attendent de percevoir les premiers versements d'argent pour pouvoir faire avancer les travaux. Le constat à suivre dans une quinzaine de minutes. À l'étranger, un Américain atteint d'un cancer causé par un herbicide produit par Monsanto obtient un dédommagement historique. Un tribunal de San Francisco a condamné le géant de l'agrochimie à lui verser plus de 250 millions d'euros. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, ces images, le Premier ministre de la République de Sao Tomé et Principe est arrivé ce matin à Ouagadougou. Patrice Trovoada a été accueilli par son homologue burkinabé, Paul Kaba Thieba, sur place au salon de l'aéroport. Les deux personnalités ont eu un bref entretien, mais même si aucune déclaration n'a été faite. Mais sachez que dans son programme de séjour, le Premier ministre de Sao Tomé et Principe sera reçu par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Le Burkina Faso et la République de Sao Tomé et Principe entretiennent des relations de coopération dans les domaines économiques, scientifiques, techniques et culturels. Cette autre information sous forme de brève, un véhicule d'escorte de la gendarmerie nationale en partance pour la mine de Bungu dans la région de l'Est a sauté sur un engin explosif. Le bilan est lourd avec 5 gendarmes et un civil tué. L'incident s'est produit cet après-midi même sur l'axe Ougarou-Bungu à une centaine de kilomètres de Fara. Dans l'actualité ce soir, c'est parti pour l'opération de retrait des enfants de la rue, une opération initiée par le gouvernement. Elle a commencé dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Ouagadougou, sous la conduite du ministre en charge de la solidarité nationale et de la famille. 10 équipes ont été mobilisées pour la circonstance et elles ont travaillé de 22h30 à 3h du matin. Le déroulement et les résultats de cette première étape dans ce reportage de Adama Guiti et Zalissa Sanfo. Il est 22h30 au quartier d'Apoya de Ouagadougou. La ministre en charge de la famille a fini par convaincre Razak Ilboudou d'embarquer dans ce bus, celui d'un nouveau départ, d'un nouveau lendemain, surtout celui de l'espoir, l'espérance d'un avenir meilleur. Un meilleur lendemain qui commence déjà par un bain chaud, de la nourriture et surtout un toit. Promesse de la ministre. Alors pour Ilboudou, comme pour tous ceux qui ont embarqué dans ce bus, si la promesse se limitait là, cette nuit aura quand même du mérite. Et à observer de plus près, l'on comprend aisément. À cette heure tardive de la nuit et avec cette pluie battante, pendant que nous grelottons sous des manteaux et autres imperméables, c'est à même le sol qu'ils dorment, malgré les gouttes qui aspergent leurs pieds. Le petit Omar Tal, lui, a 9 ans. Il ne s'est pas fait prier pour embarquer dans ce bus. Une telle occasion, il en rêvait. Tal nous confie. Ses parents l'avaient laissé au bon soin d'un maître coranique, puis ils sont allés à l'aventure en Côte d'Ivoire. Ne pouvant plus des sévices corporels que lui infligeait son maître, il a fait le choix de errer, de mendier et de dormir là où la nuit le trouvait. Il voit en cette main tendue du gouvernement l'occasion de réaliser son rêve. Je vais aller à l'école et devenir un jour un policier. Tout le monde n'a pas été facile à convaincre cette nuit.
Il est minuit moins le quart, quand au pas de course, en scrutant les abords de cette rue, jouxtant le côté ouest du camp Paspanga de Ouagadougou, Laurence Ilboudo va à la rencontre de celle que nous surnommons Samira. Elle a entre 13 et 15 ans. Difficile pour Samira de suivre la ministre. Elle a peur de l'inconnu. Argument d'une mère, d'une ministre, du tact ou de la patience. Laurence a fini par convaincre Samira. Juste une nuit pour réfléchir avant de décider si elle passe sa vie sur le trottoir ou qu'elle passe à autre chose. À tout point de vue, cette opération de retrait des enfants de la rue s'annonce difficile. Mais pour la ministre, le jeu en vaut la chandelle. Nous allons les accompagner, en tout cas, pour qu'ils prennent leur destin en main. C'est un travail de patience, vous avez suivi un peu, et puis de persévérance. Je pense que nos équipes sont déjà aguerries pour cette tâche et surtout qu'il y a la volonté. C'est pour ça que nous avons basé notre stratégie sur le volontariat. Donc il faut être volontaire pour faire ce travail. Vous voyez, il pleut, on est sous la pluie et il faut prendre ces enfants en douceur. Donc je suis confiante du résultat. Pour cette première nuit, 10 équipes sont mobilisées. Celle que nous avons suivie a convaincu une vingtaine d'enfants et selon la ministre, il en est autant pour toutes les autres. Demain, l'équipe du jour prendra le relais et Laurence Ilboudo espère bon nombre de tous ceux et de toutes celles qui quittent ces rues n'y retourneront plus jamais. Tous saisiront cette opportunité pour ouvrir une nouvelle page de leur histoire de vie. Et ces enfants sortis de la rue deviendront peut-être des jeunes conscients de la nécessité de leur autonomisation. Justement, cette thématique et celle de la capture du dividende démographique ont fait l'objet d'une conférence publique au profit des jeunes à Koubri. Cette conférence est l'une des activités entrant dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année. Paul-David Bambara et Zalissa Sanfou. Le Fonds des Nations Unies pour la population, dans un face-à-face sans tabou avec les jeunes de la commune rurale de Koubri. Ce sont les questions de santé sexuelle et reproductive, ainsi que la démographie galopante qui sont abordées. Une conférence publique initiée par le ministère en charge de la jeunesse pour sensibiliser les jeunes de Koubri. Nous avons estimé qu'il était effectivement de bon ton de nous entretenir avec les jeunes sur ces thèmes pour pouvoir donc les sensibiliser par rapport donc à leur autonomisation et également à la capture du dividende démographique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de la Journée internationale de la jeunesse. Et le maire de la commune de Koubri d'encourager la jeunesse à plus de responsabilités dans ses choix. Cette très belle initiative, en tout cas, est la bienvenue dans ma commune. Nous sommes très fiers de ce travail déjà fait. Nous restons tous en prière, en tout cas pour que notre cher pays de la façon se repose en paix, pour que les travaux puissent se poursuivre comme ça se doit. En marge de cette conférence publique, les jeunes ont mis en terre 500 plants de diverses espèces sur une superficie d'environ 15 hectares. Autre point de l'actualité, le nouveau code électoral n'a pas fini de susciter des réactions au sein de la classe politique. L'Union pour le progrès et le changement, parti de l'opposition, dénonce une fois de plus le contenu de la nouvelle loi électorale. L'UPC parle d'une loi taillée sur mesure pour favoriser des fraudes à la présidentielle de 2020 au profit du mouvement du peuple pour le progrès. Le point de la conférence de presse animée ce samedi dans ce compte rendu de Roger Kam et Bouma Ernest Nebi. Le nouveau code électoral fait toujours débat au Burkina. À cette conférence de presse, l'Union pour le progrès et le changement IPC montre son désaccord quant à certaines dispositions du dit code selon lesquelles il n'y a plus d'enrôlement physique dans les villages et les secteurs, mais plutôt des envois d'SMS et des appels téléphoniques à partir d'une liste annuelle qui sera fournie par l'ONU. L'UPC voit en cette opération électronique une fraude électorale en préparation de la part du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. En clair, le MPP peut donner 2, 3, 5 et même 10 CNIB à la même personne avec des noms différents pour qu'elle vote
plusieurs fois dans des bureaux de vote différents. Personne ne sera là pour vérifier quoi que ce soit, puisque l'ONU est sous le contrôle du ministère de la Sécurité, donc du MPP. Autre point abordé au cours de cet entretien avec la presse, le vote des Burkinabés résidant à l'étranger. L'UPC dit ne pas comprendre l'attitude du gouvernement qui supprime la carte consulaire de la liste des documents devant permettre aux Burkinabés de l'extérieur de voter à la présidentielle de 2020. Rien que l'année passée, les représentants du MPP et de la mouvance présidentielle à la CENI ont proposé que les Burkinabés de l'extérieur puissent voter soit avec la CNIB, soit avec le passeport, soit avec la carte consulaire biométrique. Depuis ces accords, qu'est-ce qui a changé pour que le MPP se mette subitement à rejeter la carte consulaire? Ce que nous dénonçons, et avec juste raison, c'est la main politicienne qui est derrière l'ONU et qui peut tout faire dans le noir total. L'UPC dit poursuivre la lutte contre ce qu'il qualifie de tripatouillage du code électoral et invite ses militants à respecter les directives du chef du file de l'opposition politique pour un aboutissement de cette lutte déjà engagée. Et c'est un autre son de cloche à l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, qui se réjouit des dispositions contenues dans le nouveau code électoral. L'UNURPS a salué le vote de cette loi à l'occasion de la deuxième conférence nationale des cadres de ce parti. À cette conférence qui s'est achevée ce samedi, des consignes ont été données aux cadres de l'UNURPS dans le cadre des prochaines élections électorales. Paul David Bambara et Dramandazien. Des démissions au sein de l'UNURPS, c'est un non-événement aux yeux du président du parti. Nous n'en avons pas du tout parlé parce qu'on n'en a pas constaté. Il est plutôt question du rayonnement de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, à cette deuxième conférence nationale des cadres du parti. Tous s'engagent ici à s'investir pleinement. Un cadre qui est solidaire quand il y a une activité, les autres lui sont solidaires. Ce n'est pas en fait l'individu en tant que tel et nous sommes capables. Vous avez vu la salle? Il y a des gens qui sont capables. Ça, non, la plupart du temps, les gens hésitent. En attendant le prochain congrès de l'UNURPS pour connaître le nom de son candidat à la présidentielle de 2020, une motion de soutien au nouveau code électoral est adressée au gouvernement. Le parti de l'œuf, membre de la mouvance présidentielle, entend contribuer davantage au développement du Burkina. Nous n'avons pas fait une alliance avec le MPP, avec les partis de la majorité présidentielle, parce qu'il y a de la soupe à boire. Non. En tout cas, à l'UNURPS, nous nous sommes engagés dans un combat parce que nous avons foi en la démocratie, nous avons foi au développement économique et social de ce pays, nous avons foi au progrès de ce pays. Cette rencontre des cadres de l'UNURPS s'achève sur une note d'encouragement et de soutien aux actions du gouvernement. Autre titre de l'actualité, le gouvernement suit de près la réalisation des chantiers du 11 décembre dans les 3 chefs-lieux de province du centre-sud. 5 ministres étaient hier sur le terrain à Kombisiri, à Manga et à Pau. Ils ont fait le constat que dans l'ensemble, les ouvrages prennent progressivement forme, hormis quelques difficultés signalées à Pau. Le point de la visite avec Oscar Soulama et Maïmouna Traouri. La région du centre-sud en plein chantier. La salle polyvalente, la place de la nation et l'ère du défilé prennent progressivement forme. Les voiries et les cités aussi. À Kombisiri, à Manga et à Pau, tout se passe comme prévu. Les taux de réalisation se situent entre 7 et 12%. Il y a 102 chantiers sur les 200 qui ont déjà un niveau de pente. Voilà, les autres sont en début de démarrage et nous allons mettre tous les moyens, tout accélérer pour être à l'arrivée du 11 décembre. À ce rythme-là, les travaux seront achevés à temps et dans les délais. Et comme vous le savez, cette année, le président du Faso a instruit en tout cas le gouvernement de faire bénéficier les autres provinces de la région des infrastructures. C'est ainsi que nous avons en cours de travaux également 4 km de route à Kombisiri, 4 km de route à Pau. Et l'ensemble de ces travaux a déjà commencé
et se déroule très bien. Mais il y a tout de même des difficultés. La tribune du stade régional en chantier depuis quelques années a besoin de 107 millions de francs CFA pour être opérationnelle. Des entrepreneurs attendent toujours les premières avances. Pour les chantiers routiers, au mois d'août, on suspend. Voilà pour les besoins du 11 décembre, on est obligé de travailler maintenant, donc on est un peu dérangé par la pluie. Autre difficulté, mais qui est presque réglée, comme le ministre lui-même a dit, ils ont dit qu'ils vont régler l'avance de démarrage assez rapidement, parce que pour l'instant, ce qu'on fait ici, c'est sur nos fonds propres. Cette sortie gouvernementale marque le début d'un contrôle permanent sur le terrain. Le 11 décembre, c'est dans 4 mois. Dans 1 mois, nous allons revenir pour voir l'état d'avancement des travaux. Mais d'ores et déjà, on est très satisfait. Il faut dire les choses là, franchement. Parce que l'effort a été fait par les entreprises, malgré souvent quelques difficultés. Et à Manga, ici, tout le monde sent que le pays et les villes à Manga, à Combisri, à Pau, sont en grand chantier. Et nous préparons ainsi donc l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui viendra également visiter l'ensemble de ces travaux avant donc que le président du Faso lui-même puisse venir voir donc le 11 décembre. 44 km de voiries et d'importantes infrastructures socio-économiques doivent être réalisées dans la région du Centre-Sud. Le temps presse et toutes les parties prenantes s'activent pour être au rendez-vous. Une autre infrastructure dont la réalisation est suivie par le gouvernement, c'est le projet Backbone national de télécommunications par fibre optique. Ce projet qui vise à améliorer la connectivité nationale et internationale s'exécute bien selon la ministre du Développement numérique et des Postes. Elle en a fait le constat au cours d'une visite hier sur le chantier. Voyons cela avec Adama Giti et Aruna Mari. Une trancheuse à roues déploie la fibre optique. Nous sommes sur la route nationale numéro 6, le tronçon Ouagadougou-Léo. C'est le projet Backbone national de télécommunications qui poursuit le maillage du territoire. En visite sur le chantier, la ministre en charge du développement de l'économie numérique transmet ses encouragements à l'entreprise en charge des travaux. Ce que j'ai constaté aujourd'hui de visu, on peut dire que le cahier de charge est respecté. Et c'est pour ça que nous encourageons donc les équipes à maintenir la même rigueur sur tous les tronçons. Nous demandons l'accompagnement de ces localités parce que, je l'ai dit, il s'agit d'une infrastructure essentielle et il s'agit de mailler tous les territoires et ça va forcément traverser des localités. Donc il est essentiel que la population nous accompagne. La première phase du projet prévoit la pose de 2001 km de fibre optique. L'entreprise Huawei qui exécute les travaux rassure. Progressivement, l'infrastructure numérique prend forme. Nous sommes maintenant dans la phase pratique des travaux et sur 3 fronts. Et le premier front qui va de Ouaga jusqu'à Léo, c'est celui sur lequel nous sommes, et avec une machine que vous avez vue en action. Et il y a un deuxième front à partir de Léo pour aller jusqu'à Gawa. Et là aussi, il y a une machine pareille. Et le troisième front, c'est celui qui va de la frontière du Niger en passant par Dori jusqu'au niveau de Kaya. Et à Kaya, nous allons faire une interconnexion avec un opérateur de la place pour assurer la liaison jusqu'à Ouaga. Lancé en décembre dernier, le projet Backbone veut développer la connectivité par la fibre optique. Cours de la première phase du projet, 50 milliards de francs CFA. Autre point de l'actualité, nous mettons le cap sur l'ouest du Burkina Faso et précisément à Bama où les producteurs de mangue ont reçu la visite du commissaire de la CEDEAO pour l'agriculture. Dans cette commune, la CEDEAO a financé un projet de lutte contre la mouche de fruits, un projet qui tire à sa fin après 3 années de mise en œuvre. Les échanges ont porté sur l'impact de ce projet sur le travail des producteurs de mangue de Bama. Karim Ilboudo, Moumouni Barou. Le commissaire pour l'agriculture, l'environnement et les ressources en eau de la CEDEAO face aux producteurs de mangue de Bama. Il a fait le déplacement d'Abuja pour mieux comprendre comment les producteurs s'organisent pour mener la bataille contre les mouches de fruits. Mais comme le projet de lutte contre les mouches de fruits tire à sa fin, l'expert de la CEDEAO s'entretient avec les producteurs pour envisager les solutions qui permettront de consolider les acquis du projet. Le projet
de lutte contre les mouches de fruits évolue aujourd'hui dans 13 pays membres de la CEDEAO. Il a obtenu des résultats extrêmement importants sur le terrain, des résultats qui ont permis de développer les exportations en moyenne de 40% sur le marché européen pour la région. Et donc les soucis, disons, au niveau des exportateurs, entraînant des liquidations quelquefois de sociétés et le non-paiement des planteurs ont été fortement réduites. Le projet a réduit fortement les soucis des producteurs selon leurs témoignages. Leur souhait, c'est de voir le lancement de la deuxième phase du projet pour espérer une lutte plus efficace. Nous prions pour que le projet ne prenne pas fin, parce que les produits que nous avons eus durant ces 3 ans-là, en tout cas, les pertes des mangues ont diminué. Nous avons vu l'avantage du projet. Avant, c'était uniquement des pertes. Le commissaire pour l'agriculture de la CEDEAO exhorte les producteurs à ne pas baisser les bras, même sans le projet, car les mangues sont une grande source de revenus et un moyen de lutte contre la pauvreté. Parlons de santé dans ce journal avec la campagne de distribution des médicaments contre la filariose lymphatique dans le district sanitaire de Fada. Le lancement de cette campagne a eu lieu à Diabo, localité choisie à cause de la prévalence élevée de la maladie dans cette zone. La campagne se déroule du 9 au 14 août et les populations sont invitées à y adhérer. Alassane Kendrbego, Dahadzi Banga et Mahamadi Ouedraogo. Par cet acte, le gouverneur de la région de l'Est lance officiellement la campagne de traitement de masse contre la filariose lymphatique dans le district sanitaire de Fadangourma. Une occasion pour inviter la population à prendre les médicaments afin de se protéger contre ces maladies tropicales négligées. Les médicaments sont gratuits, les médicaments sont de qualité, les médicaments soignent. Que toute la population prenne conscience du danger qui court. C'est une maladie qui est handicapante. Communément appelée éléphantiasie, la filariose lymphatique a la peau dure dans la commune de Diabo, d'où la mobilisation des autorités de la région pour éradiquer ce mal. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de prévalence très élevé au niveau de Fada qui dépasse les 1%. Et dans la commune de Diabo, vous avez vu, selon les villages, on est jusqu'à 10%. Il y a des villages qui sont à 7%, il y a des villages qui sont à 5%, il y en a qui sont à 3% au niveau donc, de la commune de Diabo, dont je vous signifiais. Alors aujourd'hui, le traitement a commencé, il faut qu'on arrive à faire baisser cette prévalence-là à 1%. Nous allons dire aux gens de prendre les médicaments parce que ce médicament est venu pour nous aider. Si quelqu'un a ça, ça peut détruire sa vie. Débutée ce 9 août 2018, cette campagne de distribution gratuite de médicaments prend fin le 14 août prochain. Elle concerne les personnes âgées de 5 ans et plus, excepté les femmes enceintes. Ici, à la radiodiffusion télévision du Burkina, l'actualité, c'est le lancement de l'émission Faso Academy édition 2018. C'est une compétition qui permettra de déceler cette année encore des jeunes talents de la musique au Burkina Faso. La cérémonie de lancement de Faso Academy est intervenue hier soir au Senaza, une occasion pour le public de découvrir les différents candidats qui se lancent dans cette compétition. Des précisions avec Nongba Kouda et Vincent Tchendrbego. Ils sont 48 filles et garçons à se lancer pour succéder à Déborah Zabsonré, gagnante de l'édition 2017 de l'émission Faso Academy. Ce vendredi, la RTB a procédé au lancement officiel de son émission culte de télé-réalité, édition 2018. Les candidats de certaines régions ont été présentés au public et les chansons qui serviront pour les manches éliminatoires sont déjà connues. Je pense que les chansons sont des chants choisis vraiment pour tester le niveau des candidats. Et je crois que ce sont des chansons vraiment appropriées pour une telle compétition. Je donnerai du meilleur de moi-même.
Au premier plan des spectateurs de cette soirée, il y avait le ministre de la Culture et du Tourisme et celui de la Communication et des Relations avec le Parlement, Rémi Fulgence Dianguinou, qui encourage cette initiative de la RTB qui fait son petit bonhomme de chemin. Il faut féliciter la télévision, c'est un programme qui dure depuis 13 ans et c'est pas évident avec toutes les difficultés techniques mais également de mise en œuvre. Mais surtout aussi 48 candidats avec une diversité de voix et également un talent certain. Je pense qu'il faut attendre de cette crue-là certainement de très belles choses. On veut en tout cas les féliciter et leur souhaiter bonne chance pour la suite dans le travail parce que l'élément essentiel qu'ils disent tous, c'est qu'il faut que nous travaillions pour réussir quelque chose. Faso Academy est à sa 13e édition. Les manches éliminatoires, c'est à partir de lundi 13 août, une émission qui viendra meubler encore les programmes de vacances de la RTB. Actualité à l'étranger, les Maliens retournent aux urnes demain dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. La campagne, elle, s'est achevée hier avec un meeting organisé par chacun des candidats pour convaincre l'électorat. Rappelons que ces candidats sont Soumaïla Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant. Ibrahim Boubacar Keïta peut avoir le sourire. C'est en favori qu'il aborde le second tour de la présidentielle qui se tient au Mali ce dimanche. Le président sortant, surnommé Ibeka, a recueilli 41,7% des suffrages au premier tour le 29 juillet, selon les chiffres fournis par la Cour constitutionnelle. Pour autant, son adversaire, Soumaïla Cissé, l'a martelé tout au long de ses derniers meetings. Malgré ses maigres 17,8% au premier tour, il peut inverser la tendance. Cet ancien ministre des Finances dénonce des fraudes massives. Il ne bénéficie pas du soutien des candidats arrivés aux 3e et 4e places qui ont refusé de donner des consignes de vote. À l'issue du premier tour, les observateurs de l'Union européenne ont réclamé davantage de transparence et la garantie que tous les électeurs auront accès au bureau de vote ce dimanche. Le vainqueur entrera en fonction début septembre. L'une de ses principales missions sera de relancer l'accord de paix conclu en 2015 par le gouvernement et l'ex-rébellion à dominante Touareg. Aux États-Unis, c'est un coup dur que vient de subir le géant de l'agrochimie Monsanto, condamné à payer plus de 250 millions d'euros à un jardinier victime de Roundup. La dangerosité de ce herbicide est citée comme étant à l'origine du cancer du jardinier de 46 ans. C'est un dédommagement historique décidé au terme d'un mois de débat dans un tribunal de San Francisco. Le géant de l'agrochimie Monsanto condamné à payer 289 millions de dollars de dommages. Selon le tribunal de San Francisco, la société aurait agi avec malveillance en n'informant pas de la dangerosité de son désherbant phare, le Roundup. Une victoire pour le plaignant, atteint d'un cancer et ancien utilisateur de ce produit. Je suis heureux d'être ici pour agir, après que j'ai appris les conséquences du Roundup et du glyphosate. Je suis heureux d'être ici pour pouvoir aider cette cause qui va au-delà de mon cas. J'espère que cette issue attirera l'attention pour que les gens puissent faire le bon choix. Un verdict loin de satisfaire Monsanto. La société a annoncé qu'elle fera appel de la décision du tribunal. Le verdict d'aujourd'hui ne change pas les preuves scientifiques écrasantes et les 40 ans d'utilisation en toute sécurité du glyphosate dans le monde. C'est l'herbicide le plus largement utilisé et le plus étudié dans le monde. Cette affaire judiciaire pourrait bien être le début d'une longue série. Aux États-Unis, des milliers de procédures ont été entamées contre Monsanto. Avant de conclure ce journal, je reprends pour vous cette information sous forme de bref. Un véhicule d'escorte de la gendarmerie nationale en partance pour la mine de Bungu dans la région de l'Est a sauté sur un engin explosif. Le bilan est lourd avec 6 personnes décédées dont 5 gendarmes et un civil. L'incident s'est produit cet après-midi sur l'axe Ougarou-Bungu à une centaine de kilomètres de Fada. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ruth Bini Ouattara vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition de ce soir. Merci de votre fidélité à la RTV.